Je vous ai déjà raconté la fois où les Français étaient en mode Mad Max dans le désert pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire absolument dingue. Je suis sûr que vous allez apprendre des trucs. On va aller au musée de la Libération. En ce moment, ils ont une expo là-dessus. Ça, normalement, vous l'avez, début de la Seconde Guerre mondiale, la France perd la guerre et se retrouve occupée par les Allemands. Donc là, c'est un peu la sauce. Le régime de Vichy, qui est avec Pétain, dit « Bon, bah, nous, on est amis avec les Allemands », mais il y a De Gaulle. De Gaulle, il part, le général, il fait ce qu'il veut de toute façon, il part chez les Anglais, 18 juin, appel du général De Gaulle, et il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, pour lui la France c'est pas aux Allemands, la France c'est à nous, et donc résistance, et il veut créer quelque chose de très spécial à ce moment-là, c'est le projet de la France libre. Et il y a des gens qui vont trouver ça plutôt cool, notamment un certain Philippe de Hautecloque, et Philippe de Hautecloque, il est capitaine, il file aussi chez les Anglais, il va voir le général De Gaulle, et il lui dit « je veux en être ». Mais ce Philippe de Hautecloque, en fait, vous le connaissez déjà, et c'est Kevin qui va nous expliquer ça. On présente à l'exposition une reproduction d'une carte d'identité d'un certain Philippe de Hautecloque, qu'on va retrouver sous le nom ici sur cette carte d'identité de Leclerc. Donc Leclerc, c'est le nom que va se choisir Philippe de Hautecloque lorsqu'il rejoint les forces de De Gaulle. C'est un nom assez courant dans la région natale de Philippe de Hautecloque, la Picardie. C'est un nom qui va lui permettre de masquer sa véritable identité et surtout de permettre à sa famille de ne pas subir les représailles des Allemands. Donc sur cette carte d'identité, on va avoir donc l'une des premières mentions de ce nouveau nom de guerre de Leclerc, un nom que Philippe de Hautecloque prendra après-guerre comme son nom propre. Un autre élément qu'on retrouve de manière assez intéressante sur cette carte, c'est la mention des forces du général de Gaulle, qui montre déjà qu'en juillet, au moment où est fait cette carte, juste après l'arrivée de Leclerc à Londres, de Gaulle est déjà reconnu comme le chef des Français libres. Et donc cette carte mentionne deux choses importantes, ce nouveau nom de guerre que prend Philippe de Hautecloque et l'importance croissante de De Gaulle aux côtés des Britanniques, ce qui va lui permettre de lancer sa mission en Afrique quelques jours plus tard. Et donc Leclerc, à ce moment-là, il a envie d'en être, et le général De Gaulle, il va en profiter. Il va se dire, bon, celui-là, on peut en faire quelque chose, il est chaud, il a envie de faire des trucs. Il va le voir, il lui dit, mon fifi, tu pars en Afrique, on ne sait pas trop encore ce que tu vas faire là-bas, mais t'inquiète pas, tu vas faire des choses. Donc Leclerc part avec deux autres émissaires en Afrique pour essayer de faire ce projet de la France libre, qui n'existe pas du tout à l'époque, parce que l'Afrique, eh bien, elle est sous domination du régime de Vichy. Donc c'est français, mais les Français alliés aux Allemands, donc c'est pas ouf. Leclerc part avec les deux gars dans un hydravion. Il arrive à Lagos, il réunit une vingtaine de gars un peu sûrs, ils prennent 3 pirogues, ils empruntent 17 pistolets aux Anglais, et ils partent un peu comme ça à l'arrache, ils remontent le fleuve Ouri, ils arrivent au Cameroun, puis ils vont voir les notables du coin, les officiers français qui étaient un peu là, comme ça, et à la cool, ils vont les voir, ils leur disent « Vous connaissez la France libre ? C'est un beau projet, la France libre, hein ? Ça vous dirait pas d'en être ?» Et là, les gars sont chauds. Donc au Cameroun, ils sont chauds, au Tchad, ils sont chauds, et tout de suite, Tchad plus Cameroun, ça commence à avoir un peu de gueule, cette histoire de France libre. Donc là, évidemment, Leclerc, il est un peu content, et en plus de ça, il peut s'appuyer sur plein de tirailleurs sénégalais qui étaient déjà là. Il a donc une force qui commence à compter. Et le Cameroun, eh ben, ils aiment pas beaucoup les Allemands, parce qu'en fait, le Cameroun, c'est une colonie allemande avant, et après la Première Guerre mondiale, c'est les Français qui sont arrivés là. Donc les Français, quand ils sont revenus, ils ont dit « Vous voulez vous battre contre les Allemands ?» Et les Camerounais, ils ont fait « On les aime pas beaucoup ». Donc à ce moment-là, les Français, ils sont super chauds, et ils se disent « C'est bon, on va pouvoir y aller dans la bagarre ». Donc ils veulent prendre le fort de Mourzouk. Le fort de Mourzouk, c'est un truc italien, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas trop les Allemands en Afrique, c'est plutôt les Italiens qui sont chauds et qui tiennent la Libye. Et eh bien, il va se passer un truc un peu étonnant, c'est qu'ils vont tomber un peu au pif sur les Anglais, et les Anglais, ils sont là en mode genre « Attendez, mais nous aussi, on va prendre le fort de Mourzouk ». Et à l'époque, dans le désert, faut bien se dire que les Anglais, c'est des déglingos. Ils sont en mode Mad Max, ils respectent rien. C'est des têtes brûlées, on appelle ça le LRDG, le Long Range Desert Group. Les mecs sont surnommés les pirates du désert ou les scorpions du désert. Alors le concept de ces gars, ils prennent des camions, ils prennent des voitures, des trucs normaux et tout, et comme c'est pas adapté au désert, ils les dézinguent. Bon, ils les dézinguent parce que quand t'as plusieurs milliers de kilomètres à faire dans le désert, les sièges, tu t'en fous. Tu les vires, tu mets à la place des bidons d'eau, des bidons d'essence, pas de problème. Les vitres et les portes, c'est pareil, c'est lourd, c'est chaud, ça dégage. Et en plus, comme ils sont ultra chauds, et ben ils mettent des énormes mitrailleuses Vickers comme ça sur l'arrière des camions, comme ça ils peuvent tirer sur tout le monde tout en roulant. Des déglingos, Mad Max, je vous dis. Donc voilà, les Anglais, c'est des déglingos, ils ont des camions complètement dézingués, adaptés au désert, ils tirent avec des mitrailleuses, ils arrivent, ils défoncent tout le monde, ils repartent, bref, les pirates du désert. Et les Français, ils trouvent ça un peu cool. Ils trouvent ça un peu cool parce que les Français à l'époque, la technique pour aller combattre dans le désert, c'est de le faire avec des chameaux.
Et c'est pas dingue, les chameaux. Les Français veulent attaquer Mourzouk, les Anglais veulent attaquer Mourzouk. Le problème, c'est que les Anglais, ils ont besoin de logistique, et les Français, ils ont besoin d'entraînement. Du coup, tout ce beau monde-là, eh bien, il va s'entraider, et ça va aller attaquer le fort italien de Mourzouk qui s'attend pas à grand-chose. Ils vont dézinguer des avions dans tous les sens, ils vont récupérer des renseignements, et ils vont rentrer à la maison bien contents. Et c'est la première victoire de la France libre, certes avec les Anglais, mais quand même, c'est plutôt cool. Donc première victoire franco-britannique, les Anglais sont chauds, les Français sont chauds, et là Leclerc, qui lui est encore plus chaud, il arrive, il fait « Le fort de Koufra, là, le fort italien, au milieu du désert, je le veux, on le fait, on se le fait. » Bon, le fort italien de Koufra, c'est quand même un sacré truc, hein. Du coup, les Anglais sont moyens chauds, les Français qui connaissent bien le terrain sont moyens chauds, les locaux sont moyens chauds. Mais Leclerc, il est là, pour les gars, en vrai, ça se tente. Et il réussit à convaincre tout le monde. Donc finalement, les Français sont chauds, les Anglais sont chauds, on va se taper Koufra. Le truc de Koufra, comme on l'a vu, c'est un fort qui est un petit peu énervé, donc il faut vraiment préparer ça. On fait des cartes, on fait de la reconnaissance, on prend des renseignements, on fait des photos, et notamment des photos aériennes. Et on a un truc génial ici, à savoir la photo décisive pour l'attaque de Koufra, et c'est encore Kevin qui va nous en parler. Donc là, on a un objet exceptionnel qui est l'appareil photo qui a servi à prendre la vue aérienne la plus importante pour la préparation de Koufra. Donc un modèle utilisé par les Britanniques de la Royal Air Force dès 1925, donc un modèle de type F-24. Alors cet appareil, on le place dans l'avion et ensuite on va régler à partir de la boîte de contrôle qu'on voit juste en dessous la fréquence des prises de vue. Sachant que sur ce type d'appareil, on est généralement sur une pellicule de 25 vues. Cet appareil-là, comme je le disais, il est vraiment unique parce qu'il prend cette photographie qu'on voit ici reproduite de Koufra. Cette photo, elle est pas du tout anodine parce qu'elle va permettre à Leclerc et aux Français libres de préparer le raid sur Koufra, de préparer de manière précise ce raid, de connaître à la fois l'architecture du fort, mais également les moyens techniques des Italiens. Et donc de partir en ayant une vraie connaissance de ce qui les attend à Koufra. Donc voilà, tout le monde est chaud, tout le monde est super prêt, et au tout début de l'année 41, ça part en convoi à travers le désert, les Anglais en avance en mode éclaireur, et les Français derrière. Il va se passer un petit problème dans tout ça, c'est qu'en fait les Anglais qui sont loin devant en éclaireur, ils vont se faire choper par les Italiens. Voilà, l'aviation italienne, elle survole le désert, elle voit les mecs comme ça, en mode Mad Max. Ils sont pas chauds, donc ils les défoncent. Voilà, ils les défoncent. Les Anglais sont vaincus à ce moment-là, et pire que ça, les Italiens récupèrent les plans de l'attaque de Koufra. Donc là, c'était déjà compliqué, mais comment vous dire que c'est la sauce absolue. C'était déjà chaud à la base, mais là les Italiens ont les plans de l'attaque, et en plus de ça, les Anglais peuvent plus se battre. Donc c'est vraiment compliqué. Bref, tout le monde va rentrer chez soi, et voilà. Donc ils vont voir Leclerc pour lui dire, on arrête là. Et Leclerc, il fait, en vrai, ça se tente. Bon, puis en plus de ça, il faut se dire que les Français, ils ont juste un seul canon, c'est un canon de 75, c'est pas dingue pour prendre un fort italien, donc logiquement les mecs ils voient ça et se disent bon bah on rentre chez nous. Mais là Leclerc, il regarde les gars, il leur fait en vrai, ça se tente. Puis alors ça se tente, les gars ils y vont, ils partent, ils ont quand même un peu d'armes, alors ils sont équipés à l'arrache, hein. À cette époque-là, il n'y a pas d'uniforme, il n'y a rien, ils sont équipés à l'arrache. Bonjour, c'est le Thibaut du montage. Alors quand je vous dis qu'ils n'avaient pas d'uniforme, c'est pas tout à fait exact. Ils en avaient un, mais ils l'adaptaient beaucoup avec des équipements venant d'un peu partout et qu'ils pouvaient trouver. La guerre dans le désert, c'est vraiment très spécial et pas toujours très conventionnel, donc on peut pas toujours être en uniforme tiré à 4 épingles. Ils arrivent sur place, devant le fort, avec leurs canons, ils regardent et ils font... Alors là, le problème, c'est qu'en fait, toutes les armes automatiques se sont enrayées à cause du sable. Bah, c'est pas facile, là, quand même. On n'a plus que des fusils et des pistolets. Faut rentrer chez nous, hein. Et évidemment, ils vont voir Leclerc, et Leclerc, il leur fait « Ok, c'est chaud, mais en vrai, ça se tente. » Donc voilà, ils arrivent à Koufra, ils ont un canon, ils ont pas d'armes automatiques, ils ont pas assez d'hommes, ils ont vite fait des camions, ils ont des armes qui sont pas dingues. Et quand même, Leclerc va le tenter. Alors il va le tenter en étant un petit peu rigolo, il va faire croire aux Italiens qui sont beaucoup plus nombreux. Donc le canon, ils le prennent, ils le font tirer, ils le bougent, ils le font tirer, ils le bougent, ils le font tirer. Et là, les Italiens, ils sont en panique. Ils se disent « Waouh, il y a tout, je sais pas combien de batteries d'artillerie, ils sont super nombreux, on va se faire dézinguer. » Et là, les Italiens se rendent. Voilà, c'est-à-dire que les Italiens, après un siège relativement court, ils décident de se rendre parce que les Français sont décidément trop forts et ils ouvrent les portes du fort et voilà, c'est réglé. Voilà, c'est juste que les Français, en fait, ils étaient à poil, ils avaient quasiment rien, ils avaient un canon et ben ils l'ont quand même fait. C'était un coup de poker incroyable et pourtant ils l'ont quand même fait et ce machin-là, ça va être le début de tout pour la France libre, le début de tout vraiment. Donc c'est super important pour les Français parce qu'à ce moment-là, les Français se disent on est super chaud, on va rien lâcher, on va récupérer l'Afrique tout seul et puis ensuite libérer l'Europe. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils font un serment, alors ça,
Il y a un petit côté un peu légende, c'est le général Leclerc qui aurait dit ça. Il fait un très beau serment, le serment de Koufra. Jurez de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Retenez ça, c'est hyper important pour la fin. Dans tous les cas, ce moment, il est incroyable. C'est un moment pour la France libre qui est décisif. C'est presque un des moments les plus importants de l'histoire française de ces derniers siècles. Et donc, pour symboliser ça, les Italiens remettent leur drapeau en signe de défaite aux Français. Un drapeau vraiment chargé d'histoire. Et ce drapeau, il est là. Donc les Français à ce moment-là, ils sont hyper chauds, ils vont continuer la guerre dans le désert. Et bon, faut vous dire que c'est un peu du bricolage à l'époque parce que le désert, c'est des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres avec des camions qui roulent. Et il manque de tout les gars, il manque de tout. Ils ont rien, ils ont pas d'uniforme, ils ont à peine des armes. Quand ils détruisent un camion adverse, ils récupèrent les pièces. Bref, c'est vraiment du bricolage. Encore une fois, c'est Mad Max. Et le plus dur dans le désert, évidemment, c'est l'eau, c'est l'essence pour pas se retrouver paumé en plein milieu. Mais aussi, pour pas se paumer en plein milieu, faut des cartes, faut se retrouver dedans. Et pour ça, il faut des boussoles, il faut des systèmes, et c'est encore une fois Kevin qui va nous parler de ça. Dans la guerre du désert, l'un des enjeux principaux va être la navigation, puisque il faut savoir se retrouver dans des territoires qui sont souvent mal cartographiés, voire très peu connus. Les Français libres comme les Britanniques vont disposer de plusieurs outils. Donc, on a ici une vitrine avec 3 exemples, donc une boussole allemande, une boussole anglaise et une boussole déclinatoire. Sur la boussole anglaise, c'est un modèle qui équipe évidemment les Britanniques, mais aussi les Français libres, puisqu'il faut savoir que les Français vont s'équiper avec ce qu'ils peuvent trouver, ce qu'ils peuvent recevoir. Donc c'est un modèle réglementaire. Et donc cette boussole va permettre de s'orienter. Contrairement à la boussole déclinatoire qui a un autre usage, alors cette boussole déclinatoire elle est plutôt en lien avec la cartographie, donc je le disais c'est assez complexe de se retrouver dans les airs du fait du manque de cartes parfois. Et donc cette boussole déclinatoire va permettre à celui qui dresse sa carte de placer le nord sur sa carte qu'il viendra de faire. On dit que les gars du Long Range Desert Group peuvent repérer un crayon à papier dans 1000 mètres carrés de désert, tant que ce crayon projette une ombre. À côté des boussoles, les Français libres comme les Britanniques vont avoir un autre instrument un peu plus adapté au désert qui est le compas solaire. Donc le compas solaire, c'est un instrument qu'on va placer sur le véhicule qui va permettre de s'orienter à partir du soleil, à partir des ombres. Une des innovations de Ralph Bagnall, qui est le fondateur du Long Range Desert Group, ça va être de créer un compas solaire qui ne soit pas affecté ni par le magnétisme du désert, ni par le magnétisme des véhicules. Ce qui permet donc de rouler dans le désert sans jamais avoir à s'arrêter, tout en suivant une trajectoire nette et précise. Et nos soldats du désert, ils ont beau être un peu à l'arrache, et en fait ils en veulent. Donc ils ont des camions à la Mad Max, ils ont à peine des armes, ils n'ont pas d'uniforme, ils ont un peu ce qu'ils peuvent, mais ils vont remporter pas mal de victoires, ils vont faire souffrir beaucoup les Italiens, et pendant ce temps-là, il y a les Américains, les Anglais qui débarquent en Afrique du Nord, et les Français ils se disent attendez, mais c'est parfait, si les gars ils arrivent en Afrique du Nord, il faut qu'on les rejoigne. Donc ils étaient plutôt en Afrique du Sud. Salut, petite précision au montage parce que je me rends compte que ça prête un peu à confusion. Les Français libres de Leclerc n'étaient pas en Afrique du Sud, le pays Afrique du Sud, mais bien entendu en Afrique dans les régions plus au sud. Le Cameroun et le Tchad sont plutôt en Afrique centrale, et bien entendu il y avait aussi des Français qui se battaient en Afrique du Nord, par exemple dans les tout récents commandos SAS ou à Bir Hakeim, mais je raconterai ça un autre jour. Ils remontent comme ça dans le désert, ils prennent tous les forts italiens au passage parce que les Italiens, c'est fini, les Italiens dans leur tête, ils sont plus là, et ils arrivent à faire la jonction avec la 8e armée. Donc là les Français ils sont un peu refaits parce qu'ils arrivent devant une armée alliée qui est bien équipée alors que eux ils avaient 3 fois rien, et donc le commandant de la 8e armée, qui est Montgomery, il va proposer à Leclerc de lui refaire un uniforme entièrement neuf. Mais Leclerc, c'est un Français. Donc fatalement, il a rien Leclerc, il a rien, ses hommes ont rien, enfin vraiment ils sont presque à poil, et Leclerc il va dire moi, je veux pas d'uniforme si tu refais pas l'uniforme de tous mes hommes aussi. Et Montgomery, bon, il va dire, bon, ok, les gars, ils sont sympas. Et donc, ils vont rééquiper tous les soldats du désert et refaire un uniforme à Leclerc. Donc là, les Français retournent se battre sous commandement britannique, et on va appeler ces Français la Force L, et ils vont aller de victoire en victoire, notamment dans une campagne en Tunisie, et en mai 1943, Tunis se rend, les Allemands et les Italiens se rendent, Tunis est libérée, et ça y est, c'est la victoire. La Force L va devenir la 2e division blindée, toujours commandée par Leclerc, et ils vont participer à la libération de l'Europe et remonter comme ça en France jusqu'à arriver à Strasbourg. Et vous vous souvenez de Strasbourg ? Et donc ce drapeau, il a une histoire un peu amusante parce que, bon, des grands drapeaux français, on n'en trouvait pas à tous les coins de rue, les gars ils n'en avaient pas sur eux, ils se sont dit, c'est pas grave, on va en fabriquer un. Alors, ils prennent du drap blanc, ils le teignent en bleu, ils prennent du drap blanc, ils le laissent en blanc, ils prennent du drap rouge,
Non, en fait, à l'époque, il n'y a pas de drap rouge. Par contre, il y a un truc très très rouge en tissu qu'on trouve très souvent à cette époque, c'est les drapeaux nazis. Alors les gars, ils se disent, bon bah ça sert plus aux gars, de toute façon ils sont plus là. Ils ont donc enlevé une partie du drapeau nazi, bien rouge, pour pouvoir compléter ce beau drapeau français qui flottait sur Strasbourg, un petit peu ironique pour les Allemands. Bon voilà, évidemment, je peux pas tout vous raconter parce qu'il y a plein d'histoires dingues, il y a plein de personnages fous dans ces histoires, et puis faut se dire que les gars, ils sont partis, ils étaient une vingtaine avec quelques pistolets et 3 pirogues, et ils ont fini par prendre l'Afrique, puis prendre l'Europe, et ils sont allés jusqu'en Allemagne. Dans le dernier refuge d'Hitler, c'est vous dire à quel point ils étaient chauds. Alors je disais, il y a plein de personnages à découvrir, mais c'est un peu le concept du musée de la Libération. Ça parle de gens, ça parle des gens comme vous, comme moi, qui en fait ont fait un choix à un moment, et tous ces choix ensemble, ça a écrit l'histoire de la Libération, l'histoire de la France, et il y a plein d'autres choses à découvrir ici, donc vraiment, allez-y si vous avez l'occasion. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle visite. J'ai essayé de prendre un ton un peu différent, un peu plus détendu que d'habitude, pour être un peu plus accessible. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve rapidement pour un nouveau sujet, et d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.